McLaren a gagné consécutivement une deuxième fois le titre de champion du monde. Mais on peut gagner autre chose qu'un titre en Formule 1. Alors oui, on peut gagner du prestige, des trophées et même des médailles depuis il n'y a pas si longtemps. Mais on peut surtout gagner de l'argent. McLaren a été valorisé à 4,1 milliards de dollars il y a quelques semaines et plus récemment pour Mercedes on estimerait une valorisation de l'écurie codétenue par Toto Wolff aux alentours des 6 milliards de dollars. Alors vous pourriez vous payer plus de 187 Rolls-Royce rose noir Droptail à 32 millions d'euros pièce, la voiture neuve la plus chère à l'heure actuelle, ou un peu moins de 36 000 Porsche 911 Carrera T avec quelques options dessus. Et sans le malus évidemment. Alors je trouve le chiffre complètement fou et je me suis posé la question de pourquoi. Pourquoi McLaren et les écuries valent des milliards de dollars aujourd'hui quand il y a moins de 10 ans, Manor mettait la clé sous la porte, faute de repreneur. Maintenant, tout le monde se bouscule pour tenter d'acheter une écurie. Red Bull affirme recevoir aux environs d'une offre par mois pour racheter l'écurie Racing Bull qu'elle détient. Et on va accueillir une 11e écurie de l'année prochaine. La F1 est devenue une nouvelle ruée vers l'or pour les investisseurs et les milliardaires. Mais pour que les écuries valent autant d'argent, il faut qu'elles gagnent de l'argent. Et on va voir comment les écuries génèrent des revenus, puis on va voir leurs dépenses parce que ça coûte cher de faire de la Formule 1. Et on pourra aussi parler du budget plafonné car c'est en grande partie grâce à lui que les écuries ont vu leur valorisation exploser. Bon alors avant de plonger dans le détail, il faut commencer par dire que chaque écurie est relativement unique, a une certaine ancienneté, peut avoir un lien ou non avec l'industrie de l'automobile, et donc forcément cela influe sur la manière dont elles attirent des revenus. Et par conséquent, même si les écuries de Formule 1 sont toutes là pour tenter de gagner le championnat du monde des pilotes et des constructeurs, la nature de leur présence en Formule 1 peut différer d'une écurie à l'autre. Mercedes, Audi ou encore Alpine sont présents en Formule 1 pour des raisons de marketing, pour promouvoir un constructeur automobile qui construit donc des voitures de route et donc finalement être le symbole de l'excellence, de la performance et porter les valeurs de la marque au plus haut à travers le monde. Pour les écuries comme Red Bull, Haas ou Williams, leur présence s'est concrétisée par généralement la volonté d'un seul homme qui aime profondément le sport automobile, que ce soit Frank Williams ou Gene Haas ou Dietrich Mateschitz par exemple. Alors ces écuries, on a eu tendance à les surnommer les garagistes parce que leur cœur de métier, leur raison d'être, c'est la Formule 1. Ce sont des écuries que l'on appelle ou que l'on dit indépendantes entre guillemets. Alors chaque écurie a évidemment son histoire, mais avec le développement de la Formule 1, toutes vont commencer à converger vers un statut de plus en plus institutionnel entre guillemets qui peut-être se figera presque dans le temps, statut que Ferrari a depuis très longtemps acquis et bâti la légende de sa marque sur ce genre de choses. Red Bull et Mercedes sont allés grappiller au fur et à mesure de leur réussite dans le sport une renommée similaire, devenant de plus en plus des institutions du sport à qui on touche plus trop. Mais tout cela, c'est un autre débat évidemment. Alors on peut retrouver trois grandes manières pour les écuries de gagner de l'argent. Par les résultats sur la piste, par les sponsors ou par ses propres propriétaires. Alors la première concerne les revenus que les écuries tirent directement du championnat du monde de Formule 1. C'est ce que l'on appelle en anglais le prize money. Le Formula One Group, qui est l'entreprise qui gère le business de la Formule 1, reverse chaque année une partie des revenus qu'elle génère aux écuries. Alors vous n'avez pas besoin de savoir comment la Formule 1 elle-même gagne de l'argent pour comprendre la vidéo, mais pour ceux qui seraient intéressés, je vais rapidement vous l'expliquer. Pour les autres, on se retrouve à la fin de la barre de chargement ici. Alors la Formule 1, c'est devenu une machine à cash depuis le rachat de Liberty Media. D'ailleurs, Liberty Media avait acheté la Formule 1 pour aux environs de 4 milliards de dollars. Aujourd'hui, le sport a une capitalisation boursière qui avoisine les 30 milliards de dollars. Ces revenus sont issus des droits télé, des droits payés par les promoteurs de Grand Prix, par ses sponsors et tout ce qui entoure le licensing et les expériences VIP. Alors les droits télé, c'est ce que payent les chaînes de télé comme Canal+ par exemple pour avoir le droit de diffuser le sport sur leur chaîne. Et ils ont un contrat d'exclusivité sur le territoire français en ce qui concerne Canal+ par exemple. Les droits TV, ou plus précisément les droits médiatiques, s'élevaient à un total d'environ 1,1 milliard de dollars en 2024. Ensuite, vous avez ce que l'on appelle les hosting rights ou les droits d'accueil si vous préférez. C'est ce que payent les promoteurs de Grand Prix qui accueillent la Formule 1 sur leur circuit. Car oui, c'est un privilège aujourd'hui d'accueillir la Formule 1 dans son pays ou dans sa ville et donc il faut payer.
soit c'est l'État ou la ville ou la région, le tout généralement associé à des sponsors ou des entreprises privées qui payent pour pouvoir accueillir la Formule 1. Alors généralement on tourne entre 20 et 50 millions de dollars par an et par circuit, et les contrats sont signés sur plusieurs années, ce qui permet d'avoir une rentrée d'argent stable et sûre pour le Formula One Group. En 2024, ses revenus avoisinaient le milliard de dollars là aussi. Mais la Formule 1, comme les écuries, a aussi droit d'avoir des sponsors et des partenaires qui s'associent directement à la discipline tout entière. C'est le cas de LVMH, d'AWS ou encore de Aramco. Et par an, on tourne autour des 600 millions de dollars de revenus juste avec les sponsors de la Formule 1. Et enfin, vous avez d'autres sources de revenus via ce que l'on appelle le licensing, donc tout ce qui touche à la marque Formule 1, notamment à travers la F2 et la F3 qui appartiennent au groupe Formule 1, le Paddock Club, le merchandising, les jeux, etc. Tout ça, il y en a pour 600 millions de dollars. Alors des 3,4 milliards de dollars de chiffre d'affaires que la F1 a réalisé en 2024, elle a reversé 1,3 milliard de dollars que les 10 écuries se sont partagées. Mais le partage n'est pas à part égale. Ce partage s'opère avec un système de 3 colonnes. On n'a évidemment pas les chiffres exacts, même si on peut en avoir une petite idée, mais pour faire simple, je ne vais pas utiliser trop de chiffres non plus parce que sinon on va s'y perdre. Bon alors, toutes les écuries touchent de la première colonne des revenus égaux pour le simple fait de participer au championnat du monde de Formule 1. Vous êtes sur la grille, vous prenez une base de thunes que tout le monde prend. La deuxième colonne, toutes les écuries touchent des revenus en fonction de leur classement au championnat du monde des constructeurs. Si tu gagnes le championnat, tu gagnes plus que si tu fais P10. Jusque-là, logique, c'est ce que l'on appelle la deuxième colonne. Et enfin, la troisième colonne est réservée pour certaines écuries qui ont réussi aussi un petit peu à négocier ça, mais qui ont de l'ancienneté, une sorte d'aura entre guillemets, ou qui sont jugées historiques par le groupe Formula One, et par conséquent, elles touchent un revenu additionnel. En 2024 par exemple, McLaren aurait gagné pas loin de 160 millions de dollars à travers ces 3 colonnes, pendant que Sauber, bonne dernière, a gagné aux alentours de 60 à 70 millions de dollars. Encore une fois, ce ne sont pas les chiffres exacts, ça reste des approximations. La deuxième source de revenus pour les écuries de Formule 1 passe par les autocollants que l'on voit sur les voitures et qui nous font parler généralement en début de chaque saison, puisqu'on juge chaque année les livrets des écuries et leurs sponsors. Aujourd'hui en Formule 1, on voit de plus en plus de sponsors sur les voitures et surtout, on voit revenir de plus en plus les sponsors titres qui s'adossent aux écuries. Atlassian Williams par exemple, ou Mercedes Petronas AMG, ou Ferrari HP, ou BWT Alpine. Bref, même si on en avait avant, ils font un vrai retour sur le devant de la scène depuis maintenant 1 ou 2 ans. Alors, vous pouvez compter entre 70 et 90 millions de dollars pour devenir sponsor titre d'une écurie de Formule 1. Certains sponsors titres payent plus cher, notamment pour des écuries qui jouent devant sur la grille, et ça dépend évidemment de l'écurie et de ce qui est négocié. Alors pour les sponsors titres des écuries du midfield, du milieu de peloton, ou qui sont généralement un peu plus derrière, vous pouvez compter entre 20 et 60 millions de dollars, bien que les chiffres augmentent d'année en année, car après tout, il n'y a que 10 places en Formule 1. Bientôt 11 évidemment, mais ça reste relativement peu, et puis sponsor titre, il n'y en a qu'un. Il n'y en a pas 2 ou 3. Sur une écurie, je parle. Voilà. Et si jamais vous avez envie de poser quand même un petit sticker sur la voiture, cela vous coûtera en règle générale la bagatelle d'1 million de dollars, mais vous serez, vous savez, sur le fond plat, là, sous le sidepod, où on ne voit pas grand-chose. Alors d'ailleurs, si j'étais une marque un peu originale, je viendrais mettre un sticker, non pas sur la voiture, mais sous la voiture. Ça me coûterait pas cher, car invisible en temps normal, sauf si la voiture se fait soulever à Monaco parce qu'elle a tapé et qu'on voit le dessous de la voiture. Ça pourrait être intéressant, on sait jamais. Ça donnera peut-être des idées à certains. Bon alors ceci étant dit, les autocollants sur la voiture ne valent pas autant d'argent, car lorsqu'une marque sponsorise une écurie, ce n'est pas seulement pour montrer qu'elle est sur la voiture. C'est presque anecdotique qu'elle soit sur la voiture, mais bon, il faut quand même être sur la voiture, il faut justifier le truc. Alors, tout cela doit prendre forme aussi dans le concret et le réel, et cela passe par des expériences VIP pour amener ses propres clients, démontrer le partenariat avec l'écurie et pouvoir aussi transformer tout cela en changement de réputation et de perception auprès de ses publics. Et quand je parle de public, c'est au pluriel, ça comprend les partenaires de la marque, ses fournisseurs, ses clients, la perception du public de manière générale, bref, tout l'écosystème de la marque. En plus de cela, il se peut que certains sponsors peuvent avoir un service ou un produit qui permet à l'écurie en question d'avoir un bénéfice pour fonctionner. Des logiciels informatiques, des solutions IT
qui protègent l'écurie entre guillemets, rendre le travail plus efficace par exemple entre toutes les personnes qui bossent dans l'écurie, etc. Bref, cela fait encore plus sens d'être sponsor et partenaire de l'écurie car à ce moment-là, l'entreprise et le sponsor font vraiment partie intégrante de l'équipe et de la Formule 1 et peut démontrer son savoir-faire plutôt que de simplement affirmer sa présence par un autocollant et dire si, moi aussi je suis technologique. Et enfin, la troisième et dernière source de revenus pour les écuries de Formule 1, l'investissement ou le cash de leurs propriétaires. Alors, les constructeurs automobiles qui détiennent aujourd'hui une écurie en Formule 1 investissent ou en tout cas donnent de l'argent à leur propre écurie afin de pouvoir le dépenser et de pouvoir performer sur la piste. C'est quand même ça qu'on cherche à faire avant tout. Alors lorsque ce n'est pas un constructeur, c'est un investisseur, que ce soit un fonds d'investissement comme Dorilton Capital chez Williams ou tout simplement Red Bull qui finalement vend seulement des boissons énergisantes chaque année. Généralement, il y a de l'argent qui tombe de la part de l'investisseur, du propriétaire, Gene Haas par exemple chez Haas, voilà pour les écuries de Formule 1. Alors à l'origine, les voitures de route produites par Ferrari étaient un moyen de financer l'écurie de course de Formule 1, la fameuse Scuderia. Depuis, ça a pris des proportions complètement folles. D'ailleurs, la logique, elle est inverse pour les autres constructeurs automobiles qui viennent chercher de la renommée pour pouvoir vendre des voitures de route. Mais au final, tout cela se transforme en un cercle vertueux. Ceci étant dit, le retour sur investissement de la présence d'une marque automobile en Formule 1 et le lien direct de la vente de voitures est très compliqué à faire derrière parce que, encore une fois, les constructeurs sont là pour promouvoir leur marque et la perception que l'on a d'elle avant tout, avant même que on se retrouve à dire « Ah tiens, je vais acheter une Alpine ». Alors je pourrais aussi ajouter quelques petites sources de revenus complémentaires entre guillemets comme le merchandising, quelques collaborations et ce genre de choses, mais cela reste entre guillemets minime par rapport aux 3 grosses sources de revenus des écuries. Et forcément, d'une écurie à l'autre, les chiffres d'affaires varient de manière assez conséquente. Environ 370 millions de dollars de chiffre d'affaires pour l'écurie Aston Martin F1 en 2024. Pour Alpine, c'était 318 millions de dollars. Williams ont tourné autour des 243 millions de dollars. Red Bull Racing, c'est 420 millions de dollars en 2024. Et McLaren, ça avoine autour des 660 millions de dollars de chiffre d'affaires. Et je parle bien de l'écurie de F1. Mais là, on parle de chiffre d'affaires et si on veut savoir combien on garde dans notre petite pocket là, faut soustraire les dépenses que l'on fait pour concourir en Formule 1. Bon alors maintenant qu'on sait que les écuries ont de l'argent qui rentre, il faut pouvoir dessiner, concevoir, construire et exploiter 2 voitures de Formule 1 sur 24 Grands Prix pendant un an. Et ça coûte du pognon. On estime aujourd'hui que 45% des dépenses d'une écurie de Formule 1 concernent la recherche et le développement. C'est le nerf de la guerre. Donc une fois que l'on a fait cette recherche et ce développement, qu'on a dessiné entre guillemets notre voiture, il faut pouvoir construire la voiture en tant que telle, et là aussi ça coûte cher. Même si l'on estime qu'une voiture de Formule 1 peut valoir en tant que telle aux alentours de 2 millions de dollars, on ne parle que de la valeur de la matière qu'elle représente, sans compter forcément la recherche et le développement, le prestige, la performance, etc. En termes de carbone et de pièces, etc., ça vaut à peu près 2 millions de dollars. En revanche, sur un an, fabriquer une Formule 1 et ses pièces continuellement tout au long de l'année représente aux alentours de 25% du budget d'une écurie. Alors je vous le rappelle, même si on a du mal à se projeter là-dessus, mais une Formule 1, c'est pas tellement une voiture, c'est vraiment un objet presque conceptuel qui évolue continuellement. C'est un assemblage de pièces qui est mouvant d'une semaine à l'autre. C'est jamais exactement la même voiture et donc poser un prix dessus, c'est particulièrement difficile. Voyez ces voitures comme des outils jamais finis plutôt que des voitures sorties d'usine à laquelle on touche plus trop. Il faut aussi emmener cette voiture, ou en tout cas ces voitures, à travers le monde pendant 24 Grands Prix, et cela a un coût puisque l'on déplace non seulement les voitures, mais aussi les infrastructures des stands évidemment, le personnel qui va sur les Grands Prix de Formule 1, etc. etc. Faut voyager quoi. Alors je vous avais dit que le coût du transport pour les voitures et les infrastructures des stands, etc. pouvait s'estimer aux alentours de 50 millions de dollars. Mais cela dépend évidemment d'une écurie à l'autre, en fonction de pourquoi pas, des partenariats que tu peux avoir avec justement des entreprises de fret, de transport, des compagnies aériennes, etc. qui peuvent peut-être alléger un petit peu l'addition. Dans tous les cas, cela représente aux alentours des 15% des dépenses annuelles d'une écurie de Formule 1. Et enfin, après avoir fait de la recherche et développement, après avoir fabriqué la voiture, puis l'avoir emmenée sur les Grands Prix et potentiellement performer, faut pouvoir organiser administrativement parlant, financièrement parlant et juridiquement parlant les écuries de Formule 1. Et tout ça, ça coûte forcément de l'argent parce que, après tout,
ces écuries, ça reste des entreprises comme des milliers d'autres dans le monde. Effectivement, le temps où on dessinait sur une planche dans un garage planté dans un jardin au milieu de la pampa britannique, c'est révolu. Désormais, les usines sont des bâtiments énormes à la pointe de la technologie. À tous ces coups, il faut quand même prévoir une petite enveloppe. Cette petite enveloppe représente l'argent que tu vas peut-être mettre de côté au cas où un de tes pilotes ou parfois les deux pilotes aient des incidents en piste et placardent la bagnole dans le mur. Car oui, une fois que la voiture est cassée, il faut pouvoir la reconstruire et donc cela demande de l'argent pour pouvoir refabriquer d'autres pièces, etc. Le gros crash de Jack Doohan par exemple à Suzuka, c'est aux alentours du $1 million pour reconstruire la voiture. C'est de l'argent en plus que tu n'avais pas forcément prévu et ça coûte en pièces forcément. Alors il fut une époque où les écuries de Formule 1 dépensaient aux alentours du demi-milliard de dollars par saison. C'était notamment le cas de Mercedes dans les années 2015 et cette tendance à dépenser des centaines de millions de dollars par saison a commencé à augmenter de manière presque exponentielle depuis peut-être le début des années 2000. En fait, ça correspond au moment où le sport est vraiment rentré dans son boom technologique depuis la fin des années 90. Parce que même si on n'a pas de chiffres exacts, il semblerait que faire de la Formule 1 dans les années 60-70, ça représentait aux alentours de 1,5 million de dollars actuels par saison. C'est rien. C'est rien. Alors on dit souvent qu'en Formule 1, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Et c'est vrai, ou en tout cas, c'était vrai car il fut un temps, si jamais vous aviez une voiture qui ne performait pas et que vous aviez énormément d'argent, vous n'aviez qu'à jeter littéralement de l'argent sur un problème et vos ingénieurs se trouvaient dans une situation où ils pouvaient dépenser sans compter et trouver des solutions pour faire en sorte que la voiture performe. Alors on s'est donc retrouvé dans le milieu des années 2010 avec des écuries qui dépensaient des centaines de millions de dollars par saison pendant que d'autres arrivaient à peine à tenir un budget pour finir la saison et forcément leur voiture était beaucoup moins performante et c'est cela qui expliquait en partie l'écart entre les équipes. Alors devant cette hausse exponentielle des dépenses des écuries de Formule 1, on parle de budget plafonné depuis à peu près le milieu voire la fin des années 2000. Et finalement, après le rachat de Liberty Media de la Formule 1, on a enfin eu droit de voir apparaître cette nouvelle règle, celle du budget plafonné. Enfin, les écuries de Formule 1 n'avaient plus le droit de dépenser sans compter, elles allaient être limitées dans la manière de dépenser de l'argent pour pouvoir dessiner, concevoir, fabriquer et exploiter leur voiture de Formule 1 pendant une saison. Alors je sais que certains savent déjà ce qu'est le budget plafonné, mais pour ceux qui débarquent, je me permets une nouvelle explication. Donc ceux qui veulent passer à la suite, même si un petit rappel ça fait pas de mal, vous pouvez aller à la fin de la barre de chargement pour continuer la vidéo. Les autres, on part sur le budget plafonné. Vous allez voir, c'est pas si complexe. Alors le budget plafonné, ou budget cap comme on dit en anglais, avait donc pour but de rétablir de l'équité pour la conception et la fabrication des Formule 1 au sein des équipes qui prenaient part au championnat du monde de Formule 1. Ce règlement financier a été écrit en consultation avec la Formula One Management et les équipes, et donc la FIA s'est chargée de le transformer en règlement et a pour mission de le faire respecter à travers une autorité tierce qu'elle a elle-même créée pour vérifier les comptes de toutes les équipes de Formule 1. Les équipes avaient une année de test si elles le souhaitaient avec l'exercice comptable de 2020, histoire de se familiariser avec les procédures. Et en 2021, on est rentré dans la première année du budget cap, où la limite à ne pas franchir était de 145 millions de dollars pour concevoir, développer, construire sa voiture et l'exploiter pendant toute la saison. Pour être plus exact, c'est 145 millions de dollars si la saison fait 21 Grands Prix. Si on en fait plus ou moins, on ajoute ou on enlève 1,8 million de dollars par Grand Prix. Alors, ce qui est compris dans ce budget, c'est le coût de la recherche et développement, de la masse salariale des personnes qui travaillent à l'usine et sur les Grands Prix, de la production de pièces, du coût forcément des crashs, etc. Bref, tout ce qui touche à la voiture, grosso modo, c'est régi par les règles financières. Vous ajoutez à cela les équipements du garage, le coût du transport et pas mal de choses entrent évidemment. Alors vous le savez peut-être, mais je vous le rappelle aussi, les équipes travaillent continuellement sur deux voitures à la fois entre guillemets, celle de l'année en cours pour continuer de développer et de trouver de la performance sur la voiture et celle de l'année d'après. Parce que concevoir une Formule 1, ça se fait pas en 2 jours. Les F1 par exemple de 2025, ça fait depuis janvier 2024 que les équipes ont commencé à travailler dessus par exemple. Alors ce plafond a été abaissé à 135 millions de dollars pour la saison 2023, 24, 25 je crois. Mais comme il est sur une base de 21 Grands Prix et qu'on en fait 24, on ajoute donc logiquement 5,4 millions de dollars.
Et à cela, on ajuste aussi ce plafond budgétaire en fonction de l'inflation, parce que la vie ne coûte pas le même prix chaque année, malheureusement, ça c'est l'économie. Et pour 2026, eh bien, ce budget plafonné va augmenter de manière assez drastique. Il va passer à 215 millions de dollars afin de permettre aux équipes d'absorber correctement le changement de réglementation qui demande plus de travail, plus de tests, etc., etc. Et au fur et à mesure des saisons, normalement, ce budget devrait redescendre. D'ailleurs, les entreprises identifiées comme étant celles qui dessinent, conçoivent et fabriquent les moteurs de Formule 1 ont elles aussi un budget plafonné à respecter. Il était de 95 millions de dollars par an sur la période 2022-2025 et il passera à 130 millions de dollars à partir de 2026, là aussi pour absorber le besoin de cette nouvelle réglementation moteur qui va rentrer en vigueur dès l'année prochaine. Et c'est ce budget plafonné qui, concrètement, a permis à tout le monde de prévoir les dépenses d'année en année. Ce qui a non seulement stabilisé le sport, mais a permis aux écuries de ne plus être un gouffre financier et d'être continuellement en train de perdre et toujours perdre de l'argent. Les écuries du fond de grille ne sont plus en survie et certaines ont même commencé à être rentables. Alors pas toutes évidemment, mais du coup maintenant que l'on sait combien on fait rentrer d'argent et surtout qu'on a de la visibilité sur les dépenses, les écuries deviennent des actifs financiers intéressants sur un marché qui est en pleine croissance et en plein boom. C'est aussi grâce au budget plafonné que désormais les écuries de Formule 1 valent en moyenne 2,2 milliards de dollars et cela augmente chaque année. Alors oui, le coût pour entrer en Formule 1 est astronomique puisqu'il faut dépenser pas loin du milliard de dollars comme pour Cadillac par exemple, mais le gain à faire est assez conséquent et c'est bien pour ça qu'on ne laisse pas rentrer n'importe qui en 11e, voire peut-être en 12e écurie de Formule 1. Ceci étant dit, les équipes sportives aux États-Unis, les fameuses franchises, que ce soit en NBA ou en NFL par exemple, les équipes valent bien plus que les écuries de F1 aujourd'hui. On compte en dizaines de milliards de dollars pour certaines d'entre elles, ce qui est absolument énorme. Et pourtant, il fut un temps où la Formule 1 coûtait tellement cher et n'intéressait presque personne que l'on pouvait se retrouver dans des situations où on pouvait racheter une écurie pour 1 euro symbolique, tellement on pouvait rien en faire à part dépenser des sommes folles. Cela a été le cas de l'écurie Honda, rachetée fin 2008 par Ross Brawn pour 1 livre sterling symbolique et qui, l'année suivante, a gagné le championnat constructeur et pilote. Et ça, on risque de potentiellement jamais le revivre. La magie de Brown GP est en grande partie due à une trouvaille technique découverte par la pire écurie de F1 de l'époque, qui elle a mis les clés sous la porte au même moment, et cette histoire, je vous la raconte ici.